Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 33 députés nationaux invalidés en République démocratique du Congo. Cette décision prise par la Cour constitutionnelle a suscité le mécontentement de l'opposition qui annonce la tenue d'une série de manifestations de masse. La Tanzanie est en plein boom touristique. Le pays a accueilli plus d'1 million de touristes en 2018 et vise les 2 millions en 2020. Le tourisme fait gagner 2 milliards de dollars par an à l'économie du pays. Et puis en Égypte, le sabot traditionnel fait de la résistance. Malgré les alternatives modernes et la baisse des ventes, les artisans spécialisés continuent de produire ces chaussures en bois ornées de lanières en cuir. Des ventes suspendues sine die. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont suspendu leurs ventes de cacao pour une durée indéterminée. Leur objectif est de faire pression sur les marchés pour obtenir un prix fixe de 2 600 $ la tonne. Ces pays représentent à eux deux près de 2/3 de la population mondiale, de la production mondiale. Cette manœuvre, qualifiée d'historique par certains opérateurs, est vue positivement par les producteurs qui espèrent une meilleure rémunération. Pour l'heure, l'ultimatum du Ghana et de la Côte d'Ivoire ne semble pas effrayer les marchés qui ont également recours à des fonds d'investissement. En République démocratique du Congo, le climat post-électoral est tendu. 33 députés nationaux se sont vus invalidés par la Cour constitutionnelle, une décision qui suscite la polémique dans les rangs de l'opposition qui annonce notamment une série de manifestations prochainement. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo a invalidé 33 députés de l'opposition au profit de ceux du Front commun pour le Congo. Une décision qui fait polémique au sein de l'opposition. Dans un point de presse tenu ce mercredi 12 juin à Kinshasa, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, dénonce et rejette les arrêts de la Cour. Nous rejetons tous ces arrêts iniques de la Cour constitutionnelle, pris largement hors délai, violant ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale. Martin Fayulu était accompagné de tous les députés invalidés de la coalition Lamuka. Si les arrêts de la Cour constitutionnelle restent inattaquables, l'opposant a annoncé une série d'actions. Des marches sont notamment annoncées pour ce jeudi à Kinshasa. Marche des députés, sénateurs, cadres de la Mouka et des patriotes congolais au départ du palais du peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle. Suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires Lamouka jusqu'à nouvel ordre. Les arrêts de la Cour constitutionnelle interviennent dans un climat post-électoral déjà tendu. Certaines organisations de la société civile, notamment l'Association congolaise pour l'accès à la justice, promettent également de se mobiliser pour des manifestations contre les arrêts rendus. Fin du mouvement de désobéissance civile au Soudan. L'Alliance pour la liberté et le changement a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile après 3 jours de paralysie quasiment totale de la capitale. La vie normale commence à reprendre son cours. Les précisions de Paul-Marcel Mayagui. Les manifestants de l'Alliance pour la liberté et le changement ont accepté le 11 juin 2019 de mettre fin au mouvement de désobéissance civile au Soudan. Ils ont à cet effet appelé les Soudanais à reprendre le travail ce 12 juin 2019. Les responsables de l'Alliance pour la liberté et le changement promettent de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir afin de trouver une solution à la crise. Ils se sont engagés à respecter ce qu'ils avaient convenu avant la suspension des négociations concernant les structures, les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement de transition. Les discussions reprendront bientôt de bonne foi pour régler les points en suspens. Ces manifestations ont été lancées le 8 juin 2019 au lendemain d'une répression armée qui avait causé la mort de 118 personnes selon le comité de médecins soudanais. Le mouvement pour la désobéissance civile avait pour objectif de contraindre le conseil militaire à restituer le pouvoir à une autorité civile. Il est évident que le Soudan, au nom de la géopolitique internationale, a une position stratégique importante, au même titre que Djibouti. Et les pays du Golfe soutiennent actuellement le régime militaire en place pour éviter un
basculement éventuel, notamment une reprise totale, notamment du Soudan, également par d'autres forces impérialistes, notamment l'Iran. Donc c'est évident que les enjeux géopolitiques vont transcender aujourd'hui le calendrier de l'agenda national politique du Soudan. D'ici quelques mois, nous aurons une sortie de crise paisible. Donc à ce niveau, il n'y a aucun doute. Accusé de non-respect des droits de l'homme par le Conseil des Nations Unies, le Conseil militaire de transition a procédé à la libération de tous les détenus politiques, l'une des conditions exigées par les leaders de la contestation pour la reprise du dialogue. Arrestation de militaires à Madagascar. Ils sont au nombre de 27, dont un officier. Ils ont été placés sous mandat de dépôt ce 8 juin. Ces militaires sont soupçonnés d'exécution de civils dans le sud du pays. Ils auraient séquestré pendant 3 jours puis tué des habitants soupçonnés de vol et de détention illégale d'armes. Depuis 4 mois, environ 2000 militaires ont été envoyés dans tout le pays pour lutter contre l'insécurité dans les zones rurales. Mais ces militaires sont fréquemment mis en cause pour des exactions commises sur les populations locales. Un secteur injecte dans l'économie tanzanienne plus de 2 milliards de dollars par an. Il s'agit du secteur touristique. Il contribue à 17% au PIB du pays. Les autorités ont pour projet d'augmenter les performances de ce secteur avec notamment la promotion du tourisme balnéaire. Les précisions de Corinne Kamsel. Un secteur touristique qui attire 2 millions de visiteurs à partir de 2020, c'est le challenge que veut relever le gouvernement tanzanien qui multiplie les initiatives pour y parvenir. La création imminente d'une autorité spéciale pour promouvoir le tourisme balnéaire tel que révélé par les autorités permettra d'entretenir et d'équiper les plages du pays afin qu'elles deviennent une destination prisée par les touristes du monde entier. La Tanzanie, au-delà de Zanzibar, est un pays à très haut potentiel touristique. Il y a beaucoup de ressemblances entre le Kenya et la Tanzanie. C'est 2 pays portuaires avec des potentiels très similaires. Mais si la Tanzanie voudrait aller beaucoup plus loin, c'est de regarder le Kenya, c'est de regarder également l'Afrique du Sud. Ces 2 pays sont, à mon avis, les porte-étendards du tourisme africain. Le tourisme rapporte annuellement plus de 2 milliards de dollars à l'économie tanzanienne, soit 17% de contribution au produit intérieur brut. Toutefois, les acteurs du secteur du tourisme, notamment les voyagistes, déplorent encore un environnement des affaires contraignant du fait d'une forte fiscalité et des lenteurs administratives. Une des choses que la Tanzanie devrait être en mesure de faire, c'est d'assurer l'attractivité qui ressemble bien entendu à la stratégie rwandaise qui consiste à annuler un certain nombre de visas pour un certain nombre de pays ou à les rendre portuaires. Ça veut dire qu'en fait, les visiteurs peuvent venir jusqu'à la frontière pour acquérir les visas, sinon de les avoir de manière tout à fait volontaire sur Internet. Entre autres initiatives, la Tanzanie, avec le concours de la Banque mondiale, a entrepris de développer un autre centre touristique à Iringa, au centre du pays. Un guichet unique permettra de coordonner toutes les activités de tourisme et de conservation de la nature dans cette zone. Les sabots traditionnels sont toujours produits en Égypte, composés d'un mélange de cuir et de bois. Ces sabots ont un cliquetis bien à eux au contact du marbre. Ils sont solides, résistants, mais leur vente baisse dans le pays. Les artisans spécialisés ont du mal à maintenir leur activité. Les précisions de Gladys Mwamba. Jugés plus pratiques que les pantoufles modernes, les sabots Kopkab, ancrés dans la tradition égyptienne, reprennent du galon. Ces chaussures en bois, à large lanière en cuir, étaient très prisées bien avant le XXe siècle, portées aussi bien dans les maisons que dans les bains publics. Aujourd'hui, le Kopkab est utilisé par les fidèles musulmans dans de nombreuses mosquées pour accomplir les ablutions. J'utilise le Kopkab pendant les ablutions, un rituel religieux islamique qui consiste à se laver avant de prier. Dans le passé, c'était considéré comme la pantoufle des Égyptiens. Avant que les pantoufles ne sortent, le Kopkab ressemblait à la pantoufle. C'était dans le passé, dans les années 1950. Actuellement, la demande en sabots traditionnels a baissé, notamment à cause des alternatives lancées sur le marché. Néanmoins, les plus passionnés n'ont pas cessé d'en fabriquer. Le secret d'un bon sabot en cuir et en bois continue de résider dans le bruit de claquetis persistants et récurrents au contact du sol en marbre. Les attitudes envers les sabots ont évolué, mais le son du bois qui frappe le sol reste inchangé. Ceci est considéré comme faisant partie de l'ancien Caire fatimide. Le Kopkab était porté par tout le monde, des riches aux pauvres en passant par les millionnaires.
tout le monde portait le coq-cab. Jusqu'à aujourd'hui, Nour Abdelrazik continue de tenir la boutique héritée de son père. Et au-delà des prières, il espère que ces simples chaussures parviendront, comme autrefois, à unir les Égyptiens de tous les milieux sociaux, quels qu'ils soient. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.